accompagner des élèves et leurs professeurs dans l'illustration, la préparation ou le prolongement d'un cours, pour l'avoir fait, m'a toujours paru une activité tout à fait extraordinaire. Je pense qu'un jour, il faudra se poser sérieusement la question de la recomposition des services, sur la base du volontariat, évidemment. Et donc, elle va nous accompagner, elle va nous expliquer tout ce que vous allez pouvoir faire grâce aux ressources du monde arabe, qui est pour l'instant sous la direction de Jack le Magnifique. Il n'y a aucune ironie dans mon propos, je pense que c'est probablement un des plus grands ministres de la culture que nous ayons eu, et l'histoire en particulier lui doit beaucoup. Et je pense que vous allez nous ouvrir toute une série de pistes. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors en fait, oui, je suis une enseignante en histoire-géographie et je suis entièrement détachée à l'Institut du monde arabe. Donc c'est rare, je vais faire des jaloux. Depuis 2013, je suis détachée au service des actions éducatives de l'Institut du monde arabe et je m'occupe également, entre autres, des parcours pour les scolaires. Et donc c'est essentiellement ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc bon, évidemment, ça va voler beaucoup moins haut que les communications que vous avez eues dans la journée. On va rester assez terre à terre. Pour commencer, parce que c'est par là que nous commençons toutes nos visites, et c'est par là que nous accueillons véritablement tous nos visiteurs, et en particulier les élèves, avec cette carte du monde arabe, et donc des 22 pays du monde arabe qui correspondent aux 22 pays de la Ligue arabe, même s'ils n'étaient pas 22 au départ à la création de la Ligue arabe en 1945, et que la Ligue arabe a intégré de nouveaux pays et qu'elle en a exclu d'autres. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas dire qu'il y en a 22, mais en tout cas, ce que nous faisons avec cette carte, avec les élèves et même avec les adultes, c'est tout simplement, je ne reviens pas là-dessus avec vous, de distinguer clairement arabes et musulmans. Et de bien voir que ça ne se confond pas, que les musulmans majoritaires, bien sûr, dans le monde arabe, ne représentent que 15 à 20% de l'ensemble des musulmans du monde, et qu'il y a bien sûr une diversité, c'est de moins en moins vrai, mais en tout cas il y a eu pendant longtemps une véritable diversité religieuse dans le monde arabe. Ça me permet de revenir sur la fondation de l'Institut lui-même, parce que c'est un établissement un peu particulier. Comme il y a un musée, on a tendance à considérer, et c'est le cas, c'est un institut culturel. Néanmoins, c'est d'abord un instrument diplomatique au service de la France. Et cet institut a été créé en décembre 1980, donc à la fin du mandat de Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est un établissement sui generis dans la mesure où il est le résultat de l'association de l'État français et des pays de la Ligue arabe. Et au départ, le financement était à 60% pour l'État français et à 40% pour les pays de la Ligue arabe. La situation étant ce qu'elle est dans les pays arabes, très vite, en fait, le financement aujourd'hui est pratiquement entièrement assuré par la France et par une dotation qui est une dotation du ministère des Affaires étrangères, puisque c'est le ministère des Affaires étrangères qui est notre ministère de tutelle. Donc c'est un instrument diplomatique. À l'Institut, nous recevons donc des dirigeants du monde arabe, quand ils veulent bien passer chez nous, mais dans un sens très diplomatique. Cet institut du monde arabe est donc un institut culturel qui a pour vocation de diffuser les cultures arabes, je dirais, depuis Paris, donc au départ pour le diffuser à un public plutôt français, voire européen, puisqu'il n'y en a pas d'autres en Europe. Alors, une petite histoire du bâtiment, puisque quand l'Institut a été créé en 1981, le bâtiment n'existait pas, et le bâtiment donc très connu
qu'on doit à Jean Nouvel, mais aussi à Architecture Studio. C'était un pool d'architectes qui ont conçu ce bâtiment, mais c'est véritablement le premier bâtiment de Jean Nouvel, celui qui l'a fait connaître, a été inauguré en 1987 par François Mitterrand, et c'est véritablement le premier de la série des monuments parisiens qui ont été ensuite voulus par le président Mitterrand. Il est assez connu pour cette très belle façade, hein. C'est un bâtiment tout à fait moderne, mais la commande était de faire de ce bâtiment un bâtiment qui soit extrêmement moderne, qui s'inscrive dans l'architecture contemporaine des années 80, mais qui aussi fasse des références au monde arabe et à l'architecture traditionnelle arabe. Là, vous avez une vue aérienne qui vous montre où il se situe. On est en bord de Seine. On est dans ce qui était auparavant la halle au vin. C'est le terrain qui est juste à côté de l'université de Jussieu, que vous voyez au premier plan. Et ce que vous voyez en face, c'est l'île de la Cité. Donc, vous voyez la Seine, l'île de la Cité qui est là, et puis on voit tout le reste de Paris, tout le nord de Paris. Ensuite, et puis ce que vous voyez à droite du bâtiment, c'est la faculté de lettres. Donc l'idée, c'est vraiment, on est ici à la transition entre le Paris ancien, celui de l'île de la Cité, de l'île Saint-Louis, hein, pardon, c'est pas l'île de la Cité, bien sûr, c'est l'île Saint-Louis qui est ici, et le Paris plus moderne, symbolisé par Jussieu, qui est derrière. Vous ne le voyez pas tout à fait ici, mais la parcelle était une parcelle assez grande, et pourtant Nouvel a choisi d'élever le bâtiment sur un morceau seulement assez fin de la parcelle, au fond, devant la Seine, laissant tout le parvis libre, avec évidemment une exploitation des sous-sols, mais tout le parvis est libre et permet donc d'avoir un recul sur cette façade qui est assez inédite, puisque c'est une façade mobile. Puisque voilà, les moucharabiers, la vue de l'intérieur, les moucharabiers, surtout depuis qu'ils ont été rénovés pour les 30 ans de Lima qu'on a fêté en 2017, s'ouvrent et se ferment en fonction de la luminosité. Et la façade des moucharabiers est la façade qui donne vers le sud et donc qui est complètement envahie par le soleil l'après-midi. Donc ça, c'est le premier clin d'œil à l'architecture traditionnelle arabe, cette façade de moucharabier. Dans le monde arabe, les moucharabiers de sharaba, qui veut dire boire en arabe, c'est ce qui boit la lumière, c'est ce qui permet de laisser rentrer l'air dans la maison, tout en filtrant la lumière. Et vous voyez le jeu que ça provoque à l'intérieur du bâtiment, qui est un bâtiment en verre et en métal, essentiellement gris, hein. Il n'y a aucune couleur dans le bâtiment, et justement pour avoir un jeu de lumière et laisser passer la lumière à l'intérieur, comme vous le voyez ici. Là, alors, ce sont trois images. Celle de gauche vous montre ce que nous appelons la faille, c'est-à-dire l'espace, le bâtiment en fait est fait de deux parties, une partie rectangulaire qui donne côté sud sur le parvis et une partie plus ronde qui donne sur la Seine et qui suit la courbe de la Seine à cet endroit-là, ce qui permet, photo à droite en haut, d'avoir un patio, à nouveau un clin d'œil à l'architecture traditionnelle de la maison arabe, qui est conçue autour d'une cour ouverte autour de laquelle vont se positionner toutes les pièces de la maison. Donc là, vous avez d'autres types de moucharabiers, hein, qui sont des moucharabiers carrés, cette fois sans aucune forme géométrique, en marbre. Et la photo en bas, à droite, c'est une vue depuis le patio, qui aujourd'hui est fleuri, avec même des abeilles. On espère du miel, enfin c'est pas donné quand même. Donc la vue qu'on a depuis la terrasse au niveau 4. Autre élément donc, qui a inspiré Jean Nouvel, et ça c'est vraiment quelque chose de très très beau à l'Institut, c'est ce qu'on appelle la tour des livres,
puisqu'il y a, je vais vous en reparler, une bibliothèque à l'Institut du monde arabe, et cette bibliothèque se termine par le seul élément vraiment en dur du bâtiment, qui est cette tour des livres hélicoïdale, donc qui reprend la forme du minaret de Samarra, qui a été construit à l'époque abbasside, donc au moment où les califes de Bagdad décident de déménager, donc on est au 9e siècle, décident de déménager un petit peu au nord de Bagdad par peur des soulèvements, pour leur sécurité. Et donc là, il reste encore des ruines, des palais et des mosquées qui ont été construits à cette époque-là, dont ce très beau minaret hélicoïdal, donc qui est repris, comme vous voyez, dans le bâtiment de Lima. Et donc, depuis le niveau plus 1 de la bibliothèque, on prend la tour des livres et on monte comme ça jusqu'au 5e étage. Et il y a bien sûr des livres qui sont rangés tout le long de cette tour des livres. Ici, à droite, puisque à gauche, vous reconnaissez un bâtiment bien plus ancien, à droite, on est au 2e sous-sol de l'Institut du monde arabe, donc sous ce parvis laissé libre en surface et qui a été exploité en sous-sol, que nous appelons la salle hypostyle, donc la salle sous colonne, qui évoque les forêts de colonnes des salles de prière. Et vous voyez la comparaison à gauche avec la mosquée de Cordoue, que vous reconnaissez, typique, avec son alternance de rouge et de blanc sur les arcs. Donc c'est clairement, parce que ce ne sont pas du tout c'est des colonnes qui ne servent pas du tout à porter le bâtiment, enfin en tout cas pas la majorité d'entre elles. Donc ça évoque clairement les salles de prière. Alors, l'Institut du monde arabe est un institut culturel et on y fait tout un tas de choses. Il y a bien sûr un musée, et je vais vous en reparler en détail parce que les actions éducatives utilisent essentiellement le musée pour développer leurs activités. Donc une collection permanente qui s'est constituée avant même la construction du bâtiment, début des années 80, et qui ne cesse de s'enrichir. Encore dernièrement, nous avons acquis, on nous a légué Claude et France Lemans, qui sont des galeristes parisiens et qui ont une magnifique collection d'art arabe moderne et contemporain, nous ont légué toute leur collection. Donc c'est une collection vivante qui s'enrichit au fil des années. Nous avons évidemment également des expositions temporaires, et ça vous en avez sans doute entendu beaucoup plus parler que de notre musée. Vous voyez en haut à droite la scénographie de l'exposition que nous avions au printemps autour du canal de Suez. Je vais vous parler tout à l'heure de l'exposition qui est en cours actuellement. Vous voyez en bas à gauche une vue de la librairie telle qu'elle était avant les travaux. Maintenant, ça a un peu changé. Elle a été complètement refaite. Elle a été fermée pendant 3 ans. La bibliothèque et la librairie qui se trouve à droite. La bibliothèque est vraiment un endroit important puisqu'elle contient une collection de livres dans toutes les langues, bien sûr, sur le monde arabe. Et elle est accessible librement tous les après-midi, elle est même ouverte le week-end. Et une belle librairie également qui fait référence, même si dans ce quartier où nous sommes implantés, il y a historiquement, puisque c'est un ancien, c'est un quartier historiquement investi par des Arabes, notamment des chrétiens arabes. Donc il y a dans ce quartier plusieurs librairies qui sont consacrées au monde arabe, mais la nôtre est vraiment importante et fait référence dans le domaine. On y enseigne l'arabe à l'Institut, c'est ce que vous voyez en haut à gauche, depuis les plus petits, depuis les 5-6 ans, jusqu'aux adultes. Et puis on y enseigne toutes sortes d'arabes, je ne suis pas revenue là-dessus, mais bien sûr, il y a différents, ce qu'on appelle des dialectes arabes dans le monde arabe, et puis il y a l'arabe standard, qu'on appelle en arabe fosha, qui est un arabe modernisé au 19e, mais début du 20e siècle. On y donne des spectacles, donc c'est ce que vous voyez à droite, un très grand auditorium qui lui aussi se trouve au 2e sous-sol,
donc sous le parvis de Lima, de plus de 400 places, avec des sièges extrêmement confortables, je vous le conseille. C'est des sièges de Renault 21, on ne fait pas mieux, c'est cuir, c'est très large, on y dort très bien. Et je vous le dis, parce que comme j'ai fait des conférences, j'ai vu des gens s'endormir très tranquillement dans l'auditorium. Et surtout, on peut donc y donner du cinéma. Il y a une biennale des cinémas arabes donc, qui a lieu tous les 2 ans. On peut y donner de la musique, comme vous voyez en bas à droite. Là, vous voyez un groupe de musique traditionnelle, mais on y donne aussi de la musique tout à fait contemporaine et populaire. Voilà, donc de la danse. Il y a un festival de danse arabe qui a lieu tous les ans également au printemps. Ce que vous voyez en bas à gauche, et je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais en fait c'est Henri Laurence que l'on voit ici. C'est une conférence qui a lieu dans la salle du Conseil, qui est au 9e étage, qui est une très très belle salle. Et donc Lima organise sur des sujets d'actualité ce qu'on appelle les jeudis de Lima, donc tous les jeudis soirs entre 18h30 et 19h30, et puis depuis 2 ans maintenant, les mercredis de l'actualité, où donc sont invités à débattre des spécialistes du monde arabe. Voilà, je reviendrai là-dessus parce que pour les questions d'histoire contemporaine, qui concernent les collègues qui enseignent en lycée, c'est vraiment là la ressource que nous pouvons vous proposer à Lima, pas tellement au musée, qui a une collection qui s'arrête au 18e, 19e siècle, on va dire. Sauf pour l'art contemporain, c'est autre chose. Donc je vais rentrer un petit peu dans le détail du musée qui a connu une refonte en 2012. Et c'est important parce que, évidemment, le grand concurrent, si j'ose dire, du musée de l'Institut du monde arabe, ce n'est autre que le département des arts de l'islam du Louvre. Et peut-on vraiment rivaliser avec le département des arts de l'islam du Louvre? Non, en fait. Ils ont les chefs-d'œuvre, il n'y a aucun doute. Donc, en 2012, quand il s'est agi de reprendre le musée, il a été décidé de ne pas reprendre ce qui était là auparavant, c'est-à-dire un parcours d'art islamique qui commencerait avec Mohammed et qui suivrait l'ordre des dynasties, etc., les unes après les autres. Mais plutôt d'avoir une approche plus anthropologique, on va dire, et qui se concentre sur la spécificité de l'Institut, c'est-à-dire le monde arabe, et non pas forcément l'art islamique. Donc on a du coup une première partie, c'est les images que vous voyez ici, dans le musée, qui est consacrée aux Arabies au pluriel, comme berceau, si vous voulez, des cultures arabes. Et donc là, nous avons une évocation de l'Antiquité, ce qui va nous permettre de couvrir une bonne partie du programme de 6e. Ce que vous apercevez à gauche, vous voyez peut-être que vous avez des sculptures, ah bah oui, je vous les ai remis, c'est très bien, en haut à droite, qui proviennent de Palmyre, donc 2e siècle. Et puis on évoque aussi dans cette partie notamment parce que le musée de l'Institut du monde arabe veut refléter la diversité des cultures du monde arabe, les cultures qu'on a appelées berbères ou amazigh, c'est ce qui est représenté en bas à droite, ou sahraouis d'ailleurs, donc les nomades du désert qu'on va évoquer ici. La deuxième partie est consacrée au sacré et aux figures du divin. Et il y a, en tout cas à l'époque, en 2012, c'était une sorte un petit peu d'audace scénographique, c'est-à-dire qu'il y a un choix qui a été fait d'une approche anthropologique pour le coup, d'une part de mélanger à l'intérieur des vitrines des objets qui peuvent être de périodes différentes et justement de cultures religieuses différentes. Vous voyez peut-être sur l'image de droite, vous voyez ce qu'on repère tout de suite, c'est la grande icône chrétienne qui date du XVIIIe siècle et qui représente Marie l'Égyptienne. Vous voyez un chapelet musulman à gauche, vous voyez la petite statuette, c'est la statuette d'Ishki-Marie. Donc on est là en Mésopotamie ancienne, plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. Vous voyez que vous repérez peut-être aussi une mezouza,
vous savez, ce que dans la culture juive on pose à l'entrée de la maison pour souhaiter la bienvenue, ou enfin pour bénir la maison, donc qui est également à cet endroit-là. L'idée étant de regrouper dans une même vitrine, de regrouper par thème les objets dans les vitrines, quelle que soit leur origine. Donc ça peut permettre, lors des visites, de faire réfléchir un peu les élèves. L'autre chose, c'est que ces vitrines sont transparentes. Donc par exemple, vous voyez l'effet que ça peut provoquer à gauche. Vous avez dans la vitrine qui est consacrée à la lumière, qui est au premier plan, donc vous avez au milieu, donc ce que vous avez en bas au milieu, c'est une magnifique lampe kabyle de mariage. Et ce que vous avez tout en haut, c'est une lampe qui vient d'une église copte. Vous reconnaissez le symbole de la Trinité avec les trois petites lampes qu'on peut allumer. Et ce que vous avez au milieu, c'est une Hanoukiya, c'est-à-dire une lampe utilisée lors de la fête juive de Hanouka, où on allume donc chaque soir, c'est une fête qui a lieu en général en novembre ou en décembre, où on allume chaque soir une nouvelle lampe, donc c'est une fête qui dure une semaine. Et ce qui est intéressant, c'est, vous voyez sur cette Hanoukiya qui vient du Maghreb, vous voyez deux colonnes, donc qui symbolisent les deux colonnes du temple, Joachim et Boaz. Et en transparence, vous avez un tapis de prière musulman avec la Qibla qui est représentée, la direction de la Mecque, la niche, et vous apercevez peut-être les deux colonnes qui sont reprises ici, qui sont à nouveau les deux colonnes du temple. Ce qui permet de souligner avec les élèves la proximité, le lien très fort entre judaïsme et islam, et peut-être rappeler aussi que Mohammed, avant de décider que les croyants se tourneraient vers la Mecque, avait fait prier les premiers croyants vers Jérusalem dans la même direction donc que les Juifs. Là, nous en rentrons dans la troisième partie qui est sans doute la plus vaste, et vous voyez que le choix scénographique est différent. C'est une partie qui est consacrée à la ville arabe, à la Médine, à la ville arabe traditionnelle. Et là, du coup, on a abandonné la transparence des vitrines pour plutôt avoir un côté un petit peu sinueux qui rappellerait éventuellement, il faut avoir quand même beaucoup d'imagination, les médinas arabes. Ce que vous voyez ici, c'est l'espace consacré aux sciences qui est à gauche, qui est un espace auquel nous tenons vraiment beaucoup, aussi parce que c'est l'origine de la collection. Les instruments scientifiques que vous apercevez à gauche, avec tous ces astrolabes, c'est l'origine de la collection de Lima. La photo que vous voyez à droite, c'est ce qui est consacré à la maison, puisqu'en fait, on va aller depuis un espace qui est consacré au palais du calife. Ensuite, on a les lieux de culte, donc la grande mosquée, qui est représentée dans certaines vitrines, mais aussi les églises et les synagogues qu'on pouvait trouver dans les villes arabes au Moyen-Âge. Ensuite, on a l'espace consacré aux sciences, donc à la madrasa, l'espace consacré au souk, au marché, et puis les espaces consacrés à l'artisanat un peu plus polluant, donc le verre, la céramique, et enfin, on arrive dans les quartiers avec l'espace de la maison. Le quatrième volet de ce musée est consacré à ce qu'on pourrait considéré comme étant le beau dans les arts de l'islam. Il n'y a aucune théorisation des arts à part autour de la calligraphie. Donc dans cette galerie, puisqu'il s'agit d'une galerie, on a mis les objets qui sont considérés par le directeur du musée comme emblématiques de la splendeur des arts de l'islam. Vous voyez qu'il a ajouté ici une œuvre contemporaine en haut à droite. Et on termine avec l'évocation de la vie quotidienne dans tout ce qu'elle a de plus matériel. Donc que ce soit en haut à gauche, vous voyez un espace qui évoque le hammam. Vous voyez aussi l'espace qui évoque la table en haut à droite. Tout ça accompagné de pas mal de sons. En 2012, c'était super moderne. Là, maintenant, ça a un
peut-être un petit peu vieilli, donc pas mal de sons et pas mal de vidéos. Et vous apercevez la musique hein, tout au fond, là-bas, où là aussi il y a du son. Alors, du coup, j'ai récapitulé ici les ateliers et les visites en lien avec les programmes d'histoire-géographie. Donc, comme je vous l'ai dit, comme il s'agit d'un musée plutôt patrimonial, où on a des objets qui vont, pour les plus anciens, hein, je crois que le plus ancien, ça doit être 6000 avant Jésus-Christ, on doit avoir une petite statuette de Vénus Hottentote. Et puis les derniers, ce sont des objets plutôt qui ont été prêtés par le Quai Branly, qui peuvent dater du XXe siècle, mais qui ont plutôt une valeur anthropologique, je dirais, qu'historique. Donc c'est plutôt au collège, 6e, 5e. On reçoit aussi énormément de primaires, mais pour ce qui vous concerne, c'est vraiment la 6e et la 5e qui fait le gros de nos ateliers. Donc en lien avec le programme de 6e, nous avons un atelier qui s'appelle Première écriture en Mésopotamie, qui reprend pratiquement le thème 1, hein, la deuxième, je crois, ou la troisième partie du thème 1, premières états, je crois que c'est la fin, premiers états, premières écritures. Donc là, il s'agit tout simplement d'observer dans le musée, puisque c'est le principe de tous nos ateliers, on a forcément un passage au musée. Et puis ensuite un prolongement en atelier de ce qui a été vu dans le musée. Donc on va voir les objets mésopotamiens, enfin de Mésopotamie ancienne que nous possédons. On a aussi des objets égyptiens qui sont prêtés par le Louvre. Et puis ensuite, les élèves fabriquent leurs propres tablettes d'argile et écrivent en pseudo-cunéiforme avec un stylet. Donc ils rapportent la tablette à la maison. Une autre que j'aime bien, une visite qui s'appelle Mythes et religion. Alors il s'agit d'une visite, c'est-à-dire que là il n'y a pas d'atelier, mais qui je trouve peut être pas mal en fin de 6e, un petit peu pour récapituler l'ensemble de ce qui a été vu dans l'année, parce que grâce à notre collection, on peut à la fois évoquer le polythéisme très ancien, donc avec des objets, comme je vous le disais, de Mésopotamie ou d'Égypte. On peut évoquer également les divinités grecques et romaines, puisque on a par exemple des objets qui viennent de Palmyre et où on trouve ce syncrétisme, avec des divinités grecques et romaines qui fusionnent avec des divinités locales. Et puis on peut du coup évoquer le passage du polythéisme au monothéisme, la naissance du judaïsme, du christianisme et de l'islam, dans cette visite qui me paraît pas mal en fin de 6e. En lien avec le programme de 5e, où là, c'est vraiment l'essentiel des classes que nous recevons hein, au niveau collège, on reçoit surtout des 5e bien sûr. Alors, nous avons quelque chose que nous proposons aux enseignants qui s'appelle la classe IMA. Donc on en a deux, Haroun al-Rachid et les Mille et une nuits et les Andalousies de Damas à Cordoue, qui sont des classes, c'est-à-dire qu'on reçoit la classe toute la journée de 10h à 16h et on propose 3 activités distinctes. Dans Haroun al-Rachid et les Mille et une nuits, c'est souvent des enseignants d'histoire qui viennent accompagnés d'un enseignant de lettres, parce que les programmes fonctionnent bien ensemble à ce moment-là. On fait une visite du musée qui est pas mal une visite contée, avec des histoires tirées des Mille et une nuits, mais qui aussi font des liens avec des réalités historiques. On a ensuite un petit atelier de travail où là les élèves répartis en groupes, principalement avec des usuels, vont trouver des renseignements sur la Bagdad des Abbassides, hein, avec une sorte, pour finir comme restitution un peu rigolote, une sorte de jeu de rôle où il joue les secrétaires du calife et il lui présente en gros l'étendue de son empire et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis on termine la journée avec un atelier plastique autour de la ville de Bagdad, où les élèves vont modeler en argile des bâtiments, donc soit des maisons traditionnelles arabes, soit des bâtiments qu'on peut imaginer de la Bagdad ancienne, puisqu'elle a été complètement détruite au moment des invasions mongoles, et il ne reste pratiquement rien de la Bagdad des Abbassides que nous enseignons en 5e.
Pour les Andalousies de Damas à Cordoue, c'est un petit peu différent, ça colle peut-être un peu moins au programme, mais c'est surtout depuis que l'espagnol est enseigné à partir de la 5e, depuis qu'on commence la langue vivante 2 en 5e. Au départ, on avait surtout des élèves de seconde qui venaient faire cette classe. On l'a adapté pour les 5e et ça marche assez bien. Là, on fait une visite du musée donc, sur le thème des Andalousies. Alors pourquoi ce titre peut-être qui vous étonne? Donc c'est le titre d'une ancienne exposition qui a eu lieu à Lima au début des années 2000, qui s'appelait donc Les Andalousies de Damas à Cordoue, avec donc en fond cette histoire des Omeyyades, de la fin des Omeyyades, la chute des Omeyyades chassés par les Abbassides en 750, et où la légende veut qu'un seul, Abdelrahman, ait échappé au massacre de toute la famille omeyyade, et il est parti vers l'ouest, et il se réfugie à Cordoue, où il devient émir de Cordoue, et ses descendants, donc en 929, c'est la proclamation du califat de Cordoue, avec la construction qui avait commencé déjà au moment de l'émirat, la construction emblématique de la mosquée de Cordoue. Donc il y a dans cette Cordoue, dans cette Al-Andalus de l'époque omeyyade, une vraie référence à la Damas des Omeyyades, et une vraie nostalgie de cet empire, cette première dynastie islamique. Je vous renvoie là-dessus aux travaux de Martinez-Gros, hein, qui sont vraiment remarquables sur l'Andalousie médiévale. Donc la première partie, c'est une visite du musée sur le thème des Andalousies, où on va donner en fait aux élèves des grands repères historiques depuis la conquête de l'Andalousie en 711 jusqu'à, on va dire, l'époque des taïfas, surtout, hein, le moment où le califat disparaît, au XIe siècle. Et puis on va un petit peu plus loin avec certaines œuvres d'art. L'atelier de travail est consacré justement à la mosquée de Cordoue, où les élèves travaillent par groupe sur différents aspects de la mosquée et découvrent par exemple qu'il y a un problème de Qibla dans la mosquée de Cordoue qui est mal orientée. Elle est orientée vers le Ghana au lieu d'être orientée vers la Mecque. Que s'est-il passé? Eh bien tout simplement, l'émir omeyyade qui a fait construire cette mosquée l'a orientée comme était orientée la mosquée de Damas, donc plein sud. Et ensuite, c'est pas qu'il ne savait pas orienter la mosquée, mais quand il y a eu des travaux d'agrandissement, la question à un moment s'est posée de savoir si on allait réorienter correctement la mosquée de Cordoue. Et non, les oulémas ont considéré que ce serait invention blâmable de ne pas respecter ce qu'avaient fait les pieux ancêtres. Donc on a gardé cette orientation vers le sud qui est donc erronée et qui n'est pas du tout vers la Mecque. Et la journée se termine pour essayer quand même d'avancer un peu et de clore jusqu'à la fin de l'époque d'Al-Andalus, donc au XVe siècle, avec un atelier plastique autour de ce qu'on appelle le zélige. Le zélige, ce sont ces tesselles de céramique qui couvrent l'intérieur des salles du palais de l'Alhambra à Grenade. Donc vous voyez ces magnifiques décors géométriques qui sont faits avec des petites tesselles de céramique qui ont des formes très particulières et des couleurs spéciales et qui permettent de paver entièrement, ce qui a beaucoup étonné les mathématiciens, puisque ça n'a été démontré, cette possibilité de pavage, qu'au XVIIe siècle, donc bien après la création de l'Alhambra. Donc on termine avec ça, où les élèves reconstituent, avec de véritables tesselles de céramique qu'on a fait faire au Maroc, ils reconstituent avec un modèle, un décor géométrique. Et une troisième classe qu'on a créée pour les secondes et qu'on a adaptée aussi pour les cinquièmes, qui s'appelle Les Mondes de Soliman, pour reprendre les termes du programme Les Mondes de Charles Quint et de Soliman, je crois. Et où là, on commence par un jeu, ce qu'on appelle un jeu de décision. C'est-à-dire que les élèves, par groupe, doivent se mettre dans la peau de Soliman, et on leur propose 12, un peu moins pour les cinquièmes, mais c'est le cas pour les secondes, on propose 12
moment du règne de Soliman, et ils doivent prendre la meilleure décision possible. Ce qui ne veut pas dire qu'ils doivent faire comme Soliman, parce que Soliman n'a pas forcément pris la meilleure décision. Mais eux, ils doivent prendre la meilleure décision possible en fonction d'un certain nombre de critères qui sont établis au départ, et qui permettent donc d'abord, puisqu'ils jouent et qu'ils s'investissent davantage, ils discutent entre eux pour prendre les décisions. Donc ça permet de fixer davantage les repères, et puis ça permet aussi de un petit peu comprendre comment est-ce qu'on prend une décision et sur quoi on se base pour prendre ces décisions. Enfin, l'or bleu du monde arabe, avec son équivalent pour les secondes, l'eau dans le monde arabe, conflit d'usage, donc là qui renvoie au programme de géographie, mais qui est, je dirais, plutôt un complément de ce que vous faites en classe, puisqu'on va se servir du musée. Donc dans le musée, dans la visite du musée, on va insister avec les élèves sur la grande force symbolique de l'eau, en leur racontant des mythes, en leur montrant l'utilisation de l'eau dans le christianisme, le judaïsme et l'islam. Et puis, dans un deuxième temps, on va en atelier. Alors, pour ce qui est des cinquièmes, on a choisi de rester un peu dans une approche historique en leur montrant tout ce qui a été développé au Moyen-Âge dans l'Empire islamique pour récupérer l'eau, la cheminer, la distribuer, et notamment toute l'école de mécanique hydraulique qui s'est développée à Bagdad notamment, mais dans aussi d'autres capitales de l'Empire islamique à l'Est à ce moment-là. Donc voilà, ils repartent avec des affiches qu'ils peuvent coller en classe. Pour les secondes, on a imaginé un jeu de rôle autour d'un conflit d'usage à l'échelle locale en Tunisie, à Tozeur. Je ne sais pas si vous voyez ici, vous devez voir parce que dans les manuels c'est souvent utilisé comme exemple. Tozeur qui est donc une ville touristique en plein désert dans le sud de la Tunisie, donc le tourisme a été implanté dans cette ville qui est une très grande palmeraie pour décharger un petit peu le littoral. Donc on simule ici un conflit à l'échelle locale avec un groupe qui représente la mairie, un autre qui représente les hôteliers, un troisième qui représente ceux qui exploitent la palmeraie, un autre qui représente par exemple il y a aussi je crois des ingénieurs qui veulent développer le gaz de schiste, enfin bon vous imaginez, pour arriver à et ça marche pas trop mal, pour arriver à faire comprendre aux élèves, tout simplement, concrètement, ce qu'est un conflit d'usage. Donc voilà, avec le programme de seconde, je ne m'attarde pas, puisque les mondes de Soliman, c'est un petit peu, enfin, c'est adapté au niveau seconde, bien sûr, mais c'est ce que je vous ai raconté, et même chose pour l'eau dans le monde arabe. Pour ce qui est de l'histoire contemporaine, donc le mieux, comme ressource en tout cas, ce que nous proposons, c'est les jeudis climat ou les rendez-vous de l'actualité, ou également, et j'en profite là pour le caser, les rendez-vous de l'histoire du monde arabe, puisqu'il existe les rendez-vous de l'histoire de Blois, bien sûr, qu'a créé Jack Lang, mais nous avons nous aussi, donc du coup, depuis que Jack Lang nous dirige, les rendez-vous de l'histoire du monde arabe. Et ils sont tous en ligne. Donc là, ils auront lieu cette année du 12 au 14 avril. Donc c'est un week-end, donc vous pouvez venir passer le week-end à Paris à l'Institut. Et dans toute la programmation, qui sera bientôt en ligne, il y a des ateliers plus spécifiquement pédagogiques, donc on essaye de faire en lien avec le programme, ou en tout cas qui peuvent aider les enseignants. Et cette année, il y aura pas mal d'ateliers sur la question, enfin de médiéval, en lien également, peut-être c'est le cas de certains d'entre vous, avec la nouvelle question d'agrégation interne, pouvoir et minorités, juifs, chrétiens et musulmans en Méditerranée 11e, 15e. Donc Anne-Lise Neff fera une communication là-dessus. Le thème général des rendez-vous de l'histoire du monde arabe cette année, c'est le corps. Donc elle axera sa communication donc, dans cette perspective de la nouvelle question d'agrég sur le corps. Nous aurons une communication d'Éric Vallet sur l'histoire du voile,
un peu de l'Antiquité à aujourd'hui, ce qui je pense peut être très très utile pour des enseignants dans la classe pour pouvoir avoir des arguments et pour bien montrer aux élèves que le voile a une histoire et qu'il ne faudrait pas l'essentialiser, hein, comme tout le reste. Mais enfin, ça, c'est le labeur de chaque jour, bien sûr, en ce qui nous concerne, un prof d'histoire géo. Nous aurons également une communication de Nadine Webel, qui est une sociologue qui interviendra sur la question de la pudeur. Mais nous aurons aussi... mince, j'ai oublié son nom, mais je vais la retrouver. En tout cas, une communication sur les bains, le hammam, en fait, donc la continuité des termes antiques au Moyen-Âge, et qui sera une communication d'archéologie. Et puis, un film, le vendredi après-midi, un film, L'insulte, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui fera l'objet donc d'une exploitation pédagogique. Il sera projeté le vendredi après-midi et ensuite il y aura une exploitation pédagogique. Je vous ai mis d'autres, il y a ici, vous avez dû la prendre, la brochure avec tous nos ateliers. Tout ce que je vous ai présenté ne représente pas l'ensemble de nos ateliers. Je vous ai mis d'autres visites aussi qu'on peut faire à l'Institut. Imarchitecture, qui est une visite architecturale du bâtiment, qui est intéressante. Écriture et calligraphie, qui est en fait notre best-seller, évidemment. C'est ce qui a fondé les actions éducatives. C'est avec cet atelier-là qu'on a démarré au tout début. Quand on ne faisait qu'un atelier, c'était celui-là. On admire bien sûr les manuscrits que nous conservons à l'intérieur, enfin, dans notre collection. Mais aussi, on montre bien aux élèves que la calligraphie ou l'épigraphie est omniprésente sur tous les supports dans le monde arabe médiéval, mais encore aujourd'hui, parce qu'il s'agit d'un choix qui se fait pour des raisons politiques. À l'époque de Abd el-Malik, donc un calife omeyyade, celui qui a fait construire le dôme du rocher, donc en faisant construire le dôme du rocher, Abd el-Malik choisit l'épigraphie comme symbole de l'islam. Donc c'est un choix politique pour s'affirmer comme nouvelle puissance pour une toute jeune dynastie qui remplace les Byzantins. Donc dans une société où les musulmans sont ultra minoritaires, complètement noyés dans une marée de chrétiens. Et donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le dôme du rocher ou la mosquée des Omeyyades à Damas, avec en plus des réformes de Abd el-Malik qui va arabiser et islamiser la chancellerie. Il y a un choix tout à fait positif de la calligraphie. Ce que je veux dire, c'est que on a tendance à caricaturer en disant l'islam interdit la représentation figurée. Et donc, comme l'islam interdit la représentation figurée, dans les mosquées, il y a quoi il y a des fleurs ou de l'écriture. En fait, il s'agit plutôt d'un choix positif. C'est-à-dire que c'est pas un choix négatif parce qu'on ne pouvait pas, comme dans les églises, parce qu'on n'avait pas le droit faire de la figure, représenter des images, d'être animé, mais c'est vraiment comme choix pour se distinguer vis-à-vis du christianisme essentiellement, parce que le judaïsme ne représente pas grand-chose en termes de quantité d'habitants à cette époque. Donc écriture et calligraphie, c'est quand même important, et les élèves repartent avec leur prénom calligraphié en arabe, qu'ils ont calligraphié avec un kalam, donc un roseau taillé, et de l'encre. Donc ça marche à tous les coups. La visite qui, depuis 2 ans, est devenue notre best-seller, c'est Culture en partage. Nous avons un partenariat très fort avec le Musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui remonte à 10 ans. Et nous avons cette visite croisée, Culture en partage, donc qu'on peut faire de façon séparée dans chacune des institutions, soit au MAGE, donc qui est cette très bel hôtel particulier, si vous ne le connaissez pas, dans le Marais, je vous le recommande, ils ont une très belle collection. Donc on peut le faire soit au MAGE, soit à l'IMA, soit les deux. Et ce qui est intéressant sans doute, c'est de croiser les deux. Donc où on va insister sur les liens forts entre judaïsme, christianisme, islam en tant que religion abrahamique, les différences aussi, et puis surtout la coexistence
en essayant de ne pas sombrer dans l'angélisme et de dire que tout était vraiment merveilleux dans l'Empire islamique au Moyen-Âge. On est très clair sur ce que ça signifie la Dima ou les dhimmi, que c'est une logique d'empire, donc il ne s'agit pas du tout de parler de tolérance ou d'égalité pour le Moyen-Âge, mais en revanche de coexistence, ça c'est sûr, c'est vrai. Et donc on insiste là-dessus, sur comment ces communautés ont coexisté au Moyen-Âge et ont développé, par exemple, puisque c'est ce qui nous concerne au musée, une culture visuelle commune. C'est ce qu'on avait montré aussi avec la très belle exposition qu'on a eue à l'hiver dernier sur les chrétiens d'Orient, c'est qu'il y a bien, qui se constitue au Moyen-Âge, une culture visuelle commune, et c'est visible notamment sur les objets séfarades, avec des symboles aussi communs très forts, comme la khamsa, la main ouverte, qu'on attribue très souvent à l'islam, puisqu'on l'appelle vulgairement la main de Fatma, mais c'est une appellation très récente, alors qu'en fait en arabe on appelle ça la khamsa. Khamsa c'est 5, et c'est un symbole qui est porté par les juifs d'Afrique du Nord, exactement de la même façon que par les musulmans. Et nous avons une nouveauté de cette année, ça commence la semaine prochaine, une visite à 2 voix désormais, pour l'instant pour les adultes, mais on va peut-être le faire bientôt, en tout cas en formation pour des enseignants. Une visite à 2 voix avec une conférencière du Mage et une conférencière de Lima, au Mage, et la semaine suivante, les 2 mêmes à Lima. Donc chacune se répondant devant les objets des collections respectives. Et je voulais pour finir insister avec vous sur l'histoire des sciences, parce que c'est une originalité que nous avons. Si vous avez des collègues professeurs de mathématiques ou de physique-chimie avec qui vous rêvez de travailler, eh bien faites une sortie à l'Institut du monde arabe et nous pourrons croiser donc mathématiques par exemple et histoire. Et les professeurs de mathématiques se rendront compte qu'ils peuvent aller au musée, que c'est pas dangereux et qu'on peut faire des maths au musée. Et que en fait c'est super sympa. Donc on a une visite qui s'appelle Sciences arabes et manipulation d'Astrolabe qui est super parce que on a fait faire par un lycée professionnel, le lycée Branly dans l'Académie de Créteil, une série d'astrolabes à la latitude de Paris. Et donc les élèves peuvent avoir en main un astrolabe, le démonter, le remonter et comprendre le mécanisme de cet instrument qui a quand même été l'instrument essentiel pour la navigation pendant tout le Moyen-Âge, jusqu'à l'invention du sextant, donc jusqu'au, il me semble, dans ma mémoire, 16e, 17e siècle. Ensuite, les 2 autres que je vais proposer, c'est vraiment des ateliers de maths, donc, mais de maths et d'histoire des arts. Art et géométrie, donc sur l'importance du décor géométrique et du savoir géométrique qu'avaient les artisans musulmans qui réalisaient les décors géométriques dans les mosquées ou dans les palais. Et puis algèbre et algorithme qu'on propose surtout pour les lycéens parce que c'est pas évident, ou à partir de la 3e. Donc qui revient sur l'histoire de la naissance de l'algèbre au 9e siècle avec le personnage clé de Al-Khwarizmi qui a donné Algorithmus, pour des latins qui avaient du mal à prononcer tous ces sons bizarres, Algorithmus qui a donné donc algorithme. Et donc c'est l'occasion, comme on le fait sur la visite Sciences arabes, d'insister sur le moment essentiel du début de l'Empire abbasside, comme vous le faites en classe, entre le 9e et le 11e siècle, sur ce moment d'éclosion d'un foyer scientifique majeur, tout à fait comparable à ce qu'on a pu connaître à la Renaissance en Europe, et qui est sans doute sous-évalué dans l'historiographie, dans l'historiographie telle qu'elle a été faite depuis au XXe siècle, par exemple. Donc là, je vous recommande la lecture de l'ouvrage de l'historien américain Dimitri Goutas, G-U-T-A-S, qui a écrit un livre justement sur la traduction, sur le mouvement de traduction, et qui est fort intéressant. Donc c'est vraiment éclairant de revenir avec les élèves sur cette naissance de l'algèbre et de leur faire résoudre des équations, puisque c'est ce qu'on fait dans cet atelier. Ils résolvent des équations du second degré avec des algorithmes créés au 9e siècle par Al-Khwarizmi.
Alors, un mot quand même sur l'exposition qui a lieu en ce moment à Lima, qui s'appelle « Cité millénaire, voyage virtuel de Palmyre à Mossoul ». Alors, sur l'affiche, vous voyez ici l'arc de Septime Sévère qui se trouve à Leptis Magna. L'affiche et le titre ne rendent pas vraiment bien compte de ce qu'on voit dans l'exposition. C'est effectivement un voyage virtuel qui montre la reconstitution numérique de 4 villes, Mossoul, Alep, Palmyre et Leptis Magna. Je vous ai mis des images de la Céno. Il n'y a aucun objet dans cette exposition, c'est un parti pris. Il n'y a que de la projection et de la projection sur les murs. Il y a également la possibilité d'avoir des casques de réalité virtuelle, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est projeté sur les murs, vous voyez, sur d'énormes projections, de très grandes projections. Donc c'est la start-up Iconem qui est spécialisée dans la numérisation du patrimoine en péril, qui a réalisé les numérations de Mossoul et d'Alep, aussi de Leptis Magna et de Palmyre, mais c'est quand même une autre histoire. Mossoul et Alep, c'est principalement des ruines qu'on voit. Donc c'est en fait une exposition sur ce que la guerre et le terrorisme font au patrimoine. Donc c'est une exposition vraiment émouvante qui montre donc ces villes reconstituées avec la possibilité, et vous le voyez là sur l'image en haut à gauche, vous voyez qu'on peut reconstituer numériquement certains bâtiments qui ont été détruits. Ici c'est la mosquée Al-Nouri, donc à Mossoul, qu'on voit reconstituer là. Et ça, c'est quelque chose de précieux apparemment pour les archéologues. Pour ce qui concerne Palmyre et Leptis Magna, c'est un petit peu différent, même si vous avez sans doute en tête les images très dures qu'on a vues de Palmyre et un petit peu impressionnantes de ces assassinats qui ont été faits à l'intérieur du théâtre antique de Palmyre et la destruction d'un certain nombre d'éléments, mais on avait déjà affaire à une ville en ruine. Pour Leptis Magna, qui est en Libye, c'est un petit peu différent, puisque là il n'y a pas eu de terroristes ni de guerre particulière. C'est une ville qui a connu une heure de gloire très importante à l'époque de Septime Sévère, parce que Septime Sévère est né à Leptis Magna, et donc elle a été énormément embellie à l'époque de Septime Sévère, donc à la fin du IIe siècle. Mais ensuite, à partir du 4e, 5e siècle, elle a été complètement recouverte par les sables. Et donc là, la question est plus comment est-ce qu'on fait pour entretenir ce patrimoine-là, qui disparaît plutôt sous l'action de la nature, que ce soit la mer, l'érosion du port de Leptis par la mer, ou l'effet des sables et l'effet des pillages. Les premiers pilleurs, pour l'anecdote, étant les Français, puisque vous pouvez retrouver une partie de la grande colonnade de Leptis au château de Versailles, mais aussi en Angleterre. Donc c'est au XVIIe que les magnifiques colonnes de marbre de Leptis ont été récupérées par certaines monarchies européennes. Alors, le service des actions éducatives fait des publications papier pour accompagner les expositions. Ici, donc, un petit livret qui s'inscrit dans une collection. En fait, on sort pratiquement un livret par exposition, qui est en vente à la librairie 6 € et que nous distribuons, enfin, nous en donnons 2 exemplaires aux classes qui viennent voir l'exposition. Donc c'est un accompagnement de l'expo qui peut prendre différentes formes. Cette fois-ci, là vous voyez une double page. Donc on a groupé d'un côté Palmyre et Leptis Magna pour raconter une histoire justement autour de Septime Sévère et de la famille de Septime Sévère, parce que ça fonctionne très bien pour Palmyre aussi. Peut-être vous savez que Julia Domna, la femme de Septime Sévère, était originaire de Syrie. Donc avec Leptis et Palmyre, on a vraiment, à l'époque de Septime Sévère, cette alliance entre l'Est et l'Ouest de l'Empire romain. Et puis, on a groupé bien sûr Mossoul et Alep pour raconter une histoire autour du personnage de Noureddin, donc à l'époque des croisades, au XIIe siècle, puisque son père, Zengi, qui est le premier champion de la
contre-croisade, du djihad, était donc un atabek, c'est-à-dire qu'il était le précepteur d'un prince seldjoukide, qui est la dynastie qui a en fait exercé la réalité du pouvoir à la place des califes abbassides à partir du XIe siècle. Et donc, il avait en charge la ville de Mossoul et ensuite la ville d'Alep. Et Nour ed-Din a hérité d'Alep, mais il a aussi continué à contrôler notamment Mossoul. Et c'est ce dont il s'agit ici, c'est un petit récit sur le jour où Nour ed-Din a été obligé de retourner à Mossoul en 170 à la mort de son frère, et où en arrivant à Mossoul, il a décidé de la construction de la mosquée qui s'appelle donc Al-Nouri, du nom de Nour ed-Din, la mosquée du XIIe siècle, dont vous voyez le minaret qui est ici, qui datait donc du XIIe siècle de 1174, et qui a été détruit par Daesh, où là on a quelque chose d'assez ambivalent, parce que vous avez une mosquée qui à la fois a été utilisée comme symbole par Daesh, on parlait du télescopage par ce groupe terroriste du télescopage des époques, et là c'est clairement le cas. La mosquée a été utilisée pour la proclamation du califat, clairement parce que c'était la mosquée Al-Nouri, et avant de quitter Mossoul, au moment où les forces loyalistes irakiennes sont entrées dans Mossoul, la mosquée a été dynamitée, et donc le minaret a disparu. C'était un minaret de toute splendeur et dont la particularité était qu'il était fait de briques dont les joints se sont distendus au fil des ans, ce qui fait qu'il était penché. Et donc les habitants de Mossoul l'appelaient Al-Hadda, c'est-à-dire le bossu, le minaret bossu, et c'était vraiment l'emblème de la ville, surtout parce qu'il était très très haut. Nous avons donc d'autres publications comme celle-ci, plus tournées vers l'histoire des arts, sur les arts du livre, les motifs décoratifs, les arts du feu, l'art du tissage, des petits albums qui sont en vente à la librairie. Et puis nous avons des ressources numériques qui sont de plus en plus développées, et je termine avec ça. Donc sur notre site internet, imarab.org, et je vous ai mis l'endroit où vous pourrez trouver des ressources pédagogiques. Nous avons mis en ligne tous les livrets dont je viens de vous parler. Enfin, je vous ai donné un exemple, mais il y en a bien d'autres. Aussi des dossiers pédagogiques qui peuvent ou non être en lien avec des expositions ou avec le musée. Et puis, nous avons également, nous sommes présents sur le portail EduTech. Donc là où vous pouvez trouver l'Institut du monde arabe avec des ressources qui sont adaptées pour les élèves. C'est-à-dire que les élèves peuvent s'en saisir. Et une nouveauté de l'année dernière, un webdoc qui s'appelle « Vous avez dit arabe » et qui peut vous être utile, donc vous le trouvez en ligne sur notre site, et qui peut vous être utile, surtout pour les élèves. Je pense que pour vous, c'est un peu léger, même s'il peut y avoir des choses intéressantes. Vous avez donc 5 thèmes, vous voyez, histoire, langue et écriture, religion, arts et sciences, culture et société. Chaque thème est traité par un petit film didactique de 8 minutes. Donc, les élèves peuvent le regarder sans avoir l'impression de s'ennuyer. C'est fait normalement, c'est fait pour être un petit peu vivant et drôle. Et puis ensuite, il y a tout ce qu'on appelle la partie magazine. Donc vous allez pouvoir retrouver des définitions, des articles, des petites pastilles vidéo de spécialistes, avec des articles qui sont volontairement courts, et où donc on va traiter une question en une page et demie maximum. Et donc là aussi, on peut demander aux élèves d'utiliser ces ressources parce qu'elles sont tout à fait adaptées à eux. Voilà, j'en ai terminé. Je réponds bien sûr à toutes vos questions si vous en avez. Je suis surpris que vous n'ayez rien mis sur pied pour, je ne sais pas si c'est en première ou en terminale que ça se passe, mais la question de la colonisation. Il me semble que vous avez un rôle à jouer, vous pourriez vous associer soit à la Grande Mosquée, le camarade Boubaker n'est peut-être pas d'un commerce très facile, mais ça doit pouvoir se régler. Vous pourriez vous associer au musée de l'histoire de l'immigration, dans lequel il y a un certain nombre de choses, ne serait-ce que pour combattre chez les élèves cette idée que la colonisation n'a pas concerné des terres vierges, ni des sauvages. Elles étaient peut-être vierges et inconnues pour les Européens qui n'en avaient jamais entendu parler, mais elles étaient parfaitement connues des indigènes qui y étaient et qui s'y sentaient fort bien.
Oui, merci pour cette remarque. Il se trouve que la collection, le musée lui-même, on aurait du mal à utiliser le musée sur cette question. Néanmoins, je rebondis sur ce que vous avez dit, puisque c'est un oubli de ma part. Nous avons des relations étroites avec la Grande Mosquée, figurez-vous. Nous avons une convention signée avec la Grande Mosquée qui nous permet de faire des visites de la Grande Mosquée de Paris. Donc nous pouvons vous proposer par nos conférencières des visites de la mosquée de Paris, où du coup on va beaucoup insister sur le contexte de construction de la mosquée de Paris. Donc à l'époque où, au sortir de la Première Guerre mondiale, il s'agit de récompenser, de faire un geste envers les soldats qui viennent de l'empire colonial français et en particulier d'Algérie, d'Afrique du Nord. Et ça va aussi avec la création d'Avicenne, de l'hôpital qui se trouve à Bobigny. Donc là, oui, on peut avoir cette ouverture là-dessus, sur la mosquée. Et on propose également, pour la période plus contemporaine, donc un tour dans le 5e arrondissement qui s'appelle Paris Arabe Historique, où on va visiter donc la Grande Mosquée. On va passer aussi devant le Collège de France, pour rappeler l'ancienneté de l'enseignement de la langue arabe en France dès le XVIe siècle. On va aussi aller visiter des églises comme Saint-Julien-le-Pauvre ou Saint-Éphrem. Saint-Éphrem maintenant est beaucoup fermé, mais Saint-Julien-le-Pauvre qui est une très très ancienne église maronite, me semble-t-il, qui se trouve pratiquement en face de Notre-Dame de Paris. Vous pouvez même y rajouter, en vous aidant du bouquin qui est sorti l'hiver dernier, les lieux où étaient domiciliés les associations de travailleurs nord-africains qui vont lancer le mouvement de décolonisation après la Grande Guerre, et en partant de chez vous, ne serait-ce que pour montrer que ces populations colonisées avaient une civilisation, ils n'ont pas tout reçu du colonisateur, loin s'en faut. Y a-t-il des questions? J'ai juste une question tout simple sur la plaquette que vous avez distribuée. Oui. Quand vous parlez des tarifs scolaires, vous avez dit que c'est pour l'ensemble de la classe, ça veut dire combien d'élèves? On prend les classes dans leur entier. On prend les classes dans leur entier. Donc, en revanche, c'est sûr que, ça dépend combien vous avez. On sait très bien qu'il y a des classes qui sont à 36. Si vous avez le budget, on sait qu'il y a des classes de seconde à 36. Si vous avez le budget, bien sûr, c'est beaucoup plus confortable de diviser la classe en deux. Parce que devant les vitrines, à 36, c'est simple. Même si au musée de Lima, c'est assez vaste et que les vitrines sont transparentes, c'est compliqué. Maintenant, nous, si vous nous dites non, on n'a pas le budget, on vient à 36, on vous prend. Autre question? Juste préciser que les rendez-vous de Lima, on est partenaire de la PAG. Oui, pardon, oui, j'ai oublié de le préciser. Oui, la PAG est partenaire des rendez-vous de l'histoire du monde arabe. On avait lu l'année dernière, François Darocha avait fait une communication sur le foot, l'histoire du football. Et d'ailleurs, nous avons, à partir du printemps, une exposition sur foot et monde arabe. Donc football et monde arabe qui va ouvrir en avril et qui se tiendra jusqu'à fin juillet.